Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures pour les rendez-vous du premier roman, saison 2022-2023. Donc, la première lecture que j'ai faite pour cette nouvelle saison, c'est Ce dont on ne redoute rien de Mathieu Thomas. C'est un roman qui se passe en deux temps, donc en 2012 et aussi en 1831-1860. Ben, le protagoniste est en 1860, mais il cherche des informations à propos de 1831. Donc on suit Édouard au présent et Charles dans le passé. Et tous deux ont un objectif commun, donc ils se posent des questions sur l'amitié entre Tocqueville et Beaumont, et leur excursion dans le Bas-Canada de 1831 où ils auraient possiblement rencontré Papineau. Donc, au fur et à mesure du roman, c'est ça qu'on va découvrir. On va en savoir un petit peu plus sur la situation politique, historique de ces trois moments-là. Et c'est pas mal ça. Si vous avez vu ma vidéo réaction aux nominations des rendez-vous du premier roman, vous ne serez pas surpris de savoir que j'étais sous le choc. Premièrement, il y a beaucoup de thématiques qui ne semblaient pas me plaire au préalable. D'ailleurs, ce livre-là, historique, oui, mais très, très politique. Donc, commençons par le début. C'est une écriture vraiment super fluide, super agréable. Ça se lit vraiment très, très, très bien. Et je dois dire qu'une chance, parce que compte tenu des thématiques qui sont vraiment à l'opposé de mes goûts personnels, je ne pense pas que j'aurais été capable de terminer ce livre-là si ça n'avait pas été de la plume aussi fluide de cet auteur. Je pourrais faire un petit comparatif boiteux avec Tout est Horry, dans le sens que ce livre-là est particulier, vraiment champ gauche et pété, mais si ça n'avait pas été de l'écriture, Tout est Horry serait vraiment plus difficile à lire. Donc ce livre-là, malgré que j'ai eu des hauts et des bas, l'écriture a été une grande source pour moi qui a facilité le fait que je termine ce livre-là. Et cette année, je me suis dit que j'avais pas le droit de les laisser tomber, je devais les lire du début à la fin pour avoir une meilleure opinion globale de l'ensemble du livre. Donc, écriture faite. Thématique, ben, on est particulièrement autour de la politique, de l'indépendance du Québec, de ses réflexions autour du nouveau parti de Option nationale en 2012. Donc, on est vraiment autour de grands sujets politiques que je ne comprends, ma foi, très peu. Je sais que je devrais avoir honte, et j'ai un peu honte, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La politique, pour moi, ça sonne comme du charabia. J'ai l'impression que c'est des gros mots, puis du vocabulaire gonflé. Il y a rien de simple. Ça rentre pas dans mon cerveau. Il faudrait que je m'y attende comme du monde, et malheureusement, je ne le fais pas. Politique historique assez pointue, c'est un public assez précis, à mon avis, qui va aimer ces ouvrages-là, mais vous devez définitivement être friand de ces deux aspects et de ces moments-là dans l'histoire. Il y a un petit intérêt amoureux avec le personnage d'Édouard, qui est en 2012. Je suis encore mitigée par rapport à cette mini-romance-là, dans le sens que ça va vraiment pas vite. Et je sais pas si c'est inutile, si c'est non pertinent dans le cadre de ce roman-là, si ça fait juste rajouter rien, ou si ça amène un petit peu de légèreté compte tenu que l'aspect politique et historique est parfois très, très consistant, là. Donc, très deep et assez chunky, pesant, lourd, important. Donc, je sais pas. Mais j'ai l'impression que il y avait d'autres choses qui rendaient tout ça plus léger, puis j'ai pas vraiment vu la pertinence de cet intérêt amoureux. Une chose par contre qui amène beaucoup de légèreté, c'est justement l'alternance entre les deux époques, entre les deux personnages, particulièrement plus lorsqu'on est avec Édouard en 2012, parce que oui, Édouard est un peu confus quant à ses croyances, quant à ses opinions politiques, il était beaucoup plus engagé avant, puis il était engagé un petit peu de facto parce qu'un de ses amis veut se présenter pour un parti, mais on dirait que c'est moins obsessif, que c'est moins tout le temps là, tandis que en 1860 avec Charles, c'est vraiment sa vie, c'est pas mal tout ce qu'on connaît de lui. L'avantage avec Édouard, c'est qu'on a un petit peu de relations familiales, relations amicales, relations amoureuses, donc tu sais, il y a vraiment toute sa vie autour et pas juste l'aspect politique, historique qui prend tant de place, quoique forcément lui,
il y a une quête et c'est de découvrir qu'est-ce qui s'est passé en 1831 une fois qu'il va avoir trouvé une lettre assez particulière. Donc, il va partir dans une aventure, une quête historique qui m'a fait au début, j'étais comme, j'aime l'aspect, tu sais, de trouver des informations, puis des mystères. Tu sais, ça fait un peu Da Vinci Code, sauf que lorsque ça amène à savoir si Tocqueville, Beaumont et Papineau se sont véritablement rencontrés, je pouvais pas vous dire que c'était le meilleur plot twist du monde. Donc, disons que mon intérêt diminuait drastiquement. Ce roman est vraiment très poussé. Il y a vraiment des grandes recherches qui ont été faites pour l'écrire. Cependant, moi, dans des ouvrages comme ça, j'aime beaucoup lorsque ça part de personnages et qu'il y a un développement de personnages assez marquant, un personnage qui nous transporte, qui nous amène avec lui, dans lequel on est investi. Et ça n'a pas vraiment été le cas ici. J'ai pas l'impression que c'était ça l'objectif non plus. J'ai vraiment l'impression que c'était un objectif factuel, de parler de l'époque, de parler comment ça se passait, et un petit peu de dump d'informations parfois. Il y a des pages complètes là, qui étaient de l'information politique, historique, et je vous dirais que ces pages-là, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile à garder mon intérêt. Donc, vous voyez bien, même si c'est le premier de 8 livres que je dois lire, je ne pense pas qu'il va se classer le plus haut. C'est un sujet quand même assez précis. Je pense que le public cible pour un tel ouvrage est assez restreint. Je pense pas que c'est nécessairement des critères pour les rendez-vous du premier roman, mais je pense que c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Le plaisir de lecture, il a été très variable. Un grand plaisir grâce à l'écriture, mais il y a eu des moments beaucoup plus difficiles à cause du sujet, puis ça a un grand lien avec moi. Donc, c'est ça. Pour l'instant, on va garder ça comme ça. Je suis très contente qu'un des premiers était le plus gros, comme ça les autres le seront un petit peu moins, en espérant que j'ai des coups de cœur par la suite dans mes autres lectures. Deuxième lecture, Jardin radio de Charlotte Biron. Dans ce roman-là, on suit une protagoniste qui a une tumeur au niveau de la mâchoire. Donc, il y a le avant, le fait qu'elle reçoive le diagnostic, les nombreux rendez-vous, les opérations. Il y a un petit peu du pendant aussi et il y a le après, soit le changement morphologique, tout ce que ça implique, le fait qu'elle doit rester immobile pendant un certain temps. Il y a de la réadaptation et aussi s'adapter à son nouveau corps, au fait que au début sa mâchoire ne répond pas tout à fait aussi bien qu'avant. Donc il y a comme tout ce processus-là dans ce roman-là. Ce n'est pas un roman linéaire, c'est plutôt déconstruit, désorganisé, un peu comme en fragments. Donc ça passe d'un moment à l'autre assez rapidement et il y a aussi diverses réflexions tout au long du roman. Pour moi, ça a été un roman difficile en grande partie à cause de l'écriture. C'est pas un type d'écriture qui me rejoint beaucoup lorsque c'est fragmenté, lorsque c'est désorganisé. Et j'avais l'impression que c'était très carré, que ça manquait de ligne directrice. Chaque phrase n'avait pas nécessairement de lien avec la phrase d'après, puis ça partait en digression. Et parfois, je me demandais où est-ce que ça s'en allait, à quoi ça servait. Donc, j'avais beaucoup de mal à rester accrochée à l'histoire, à rester interpellée, à rester intéressée tout au long du petit livre parce que ma foi, il n'est pas super gros. Donc l'écriture pour moi, ça a vraiment été un gros point faible de ce roman-là. C'est quelque chose qui m'interpelle vraiment pas beaucoup, la manière que c'est fait. Donc ça me permet pas d'être accrochée. Et tu sais, c'est quand même pas un sujet très glamour, c'est pas un sujet dont on entend énormément parler. Donc au préalable, je trouve ça intéressant, mais j'ai pas l'impression qu'on a pu aller très profondément dans ce sujet-là. J'ai l'impression que de la manière que c'est écrit, il y a une certaine distance, et je pense aussi que c'était l'objectif de la protagoniste, de rester distancée par rapport à ça, puis de ne pas faire un livre qui fait pitié, où on s'étend sur la douleur du monde, mais
En tout cas, moi, c'est un petit peu plus ma préférence. Je trouve que lorsque c'est fait comme ça, je vois pas trop c'est quoi l'objectif. Donc, vous comprendrez que ça n'a pas été une lecture super gagnante pour moi. Puis, encore une fois, il y a un peu cet aspect méta-là qui était là dans ce dont on ne redoute rien, dans le sens que elle est en train d'écrire le livre qu'on est en train de lire, puis elle veut écrire sur sa tumeur, mais elle veut pas l'écrire de manière larmoyante. Donc, cet aspect méta-là, là, c'est correct. Il a déjà été fait. Ça apporte pas grand-chose de plus aux histoires. Donc, chers auteurs, autrices, autoristes, s'il vous plaît, cessez, assumez-vous, s'il vous plaît. C'est même pas de l'auto-fiction, c'est juste de faire un aspect méta de comme, je suis en train d'écrire un livre, puis c'est le livre que vous êtes en train de lire. Ça me plaît vraiment pas comme procédé. Donc, si j'ai à comparer les deux que je viens de lire, définitivement, ceux dont on ne redoute rien est plus haut. Un petit peu plus haut. Sur ma bibliothèque municipale, j'ai mis 2.5 comme note. Il me semble que je trouve pas ça généreux. Mais bon. Et Jardin Radio, j'avais mis 2. Donc, c'est là que je me tiens pour les 2 premières lectures. Ça vole très haut, ça continue. Je vais élire le moins pire de tous les romans et non le meilleur. Comme 3e lecture, j'ai lu 3 jours avec Jack d'Evelyn Simard-Gay. C'est l'histoire de Jeanne qui va rencontrer l'auteur Jack Kerouac. Ça se dit mal comme nom, ça. Lorsque je le lisais, ça avait plus de flow. On va découvrir un petit peu plus sur la vie de Jeanne, qui est une femme mariée, qui a 2 enfants, mais qui a vraiment un désir immense d'être libre, d'être écrivaine, qui est malheureuse dans sa situation, qui part à tout bout de champ pendant des mois, elle laisse sa famille là avec son mari, puis elle revient tout bonnement. On parle possiblement d'enjeux de santé mentale, mais tu sais, c'est effleuré sans plus. Donc, elle va croiser Jack Kerouac qui va arriver directement devant chez elle. Puis pendant 3 jours, ben ils vont passer du temps ensemble à se découvrir, à réinventer un petit peu la vie, à être libre comme jamais. Donc, c'est ça qu'on va suivre dans 3 jours avec Jack. C'est un ouvrage avec lequel j'ai eu un petit peu de mal au départ. Je voyais pas trop où est-ce que ça s'en allait. Je voyais pas trop c'était quoi l'objectif. Je n'ai jamais lu de cet auteur-là, Jack Kerouac, donc j'avais pas nécessairement d'attrait particulier par rapport à lui. Son personnage non plus, je le connais pas tant que ça. Donc oui, l'aspect historique, mais je voyais pas tant où est-ce que ça allait nous mener. Éventuellement, j'ai eu l'impression que ça ressemblait un petit peu à une version pâle de La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette, particulièrement à cause de la protagoniste Jeanne, qui, si dans La femme qui fuit, c'était Suzanne Meloche qu'elle s'appelait, elle avait tout simplement abandonné ses enfants. Là, ben, elle les abandonne, mais elle revient, tu sais, après 6 mois, genre, à perpétuité qu'elle fait ça. Donc, en tout cas, le sentiment d'abandon des enfants est le même, on s'entend, mais c'est pas tout à fait la même dynamique. Elle est comme un peu moins libre parce qu'elle revient tout le temps, puis elle fait pas juste les abandonner. Je dis ça comme si c'était juste quelque chose de facile à faire, mais vous comprenez que c'est des personnages similaires qui ont un désir de liberté similaire, mais qui ne le font pas de la même façon, qui ne le vivent pas de la même façon et qui n'ont pas les mêmes actions. C'est pour ça que je disais que c'était une pâle version de La femme qui fuit. C'est ça, tout au long on apprend à comprendre un petit peu Jeanne, pourquoi elle agit comme ça envers sa famille, puis particulièrement envers sa plus jeune. Elle déteste sa plus jeune, elle a aucun amour pour cet enfant-là. Donc on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Puis en alternance avec la vision de Jeanne, on a justement la vision de sa plus jeune, puis on va comprendre certaines choses au fur et à mesure du roman. Je dois vous avouer que je pense que l'alternance dans ce cas-là a un petit peu gâché le punch, ou en tout cas, on a tellement eu d'informations tout au long qu'on est capable de déduire qu'est-ce qu'il en est, et il y a rien de surprenant rendu à la fin. Je dois vous avertir, quelques trigger warnings quand même. Il y a une passe, un avortement assez rough, donc très graphique, et on y est, et c'est ça, c'est vraiment très douloureusement écrit. Et aussi, il y a tout aussi peut-être des frustrations par rapport aux droits de la femme, parce que c'est quand même écrit, ben ça dit en 1967. Est-ce que l'avortement était illégal au Canada en 1967? Moi, j'ai l'impression que ça fait des années là, puis que c'est bien plus loin que ça que c'est devenu légal, mais en tout cas, dans le roman, ça l'est pas
au Canada. Puis, ben, il y a quand même beaucoup de frustration, puis du fait qu'elle peut pas faire ce qu'elle veut avec son corps, qu'elle a pas le droit d'avoir la pilule anticonceptionnelle. Donc, il y a quand même plusieurs frustrations par rapport à tout ça. C'est un livre que j'ai peut-être appris un petit peu à aimer au fur et à mesure de la lecture. Éventuellement, je comprenais où est-ce que ça s'en allait, puis Jeanne, elle avait un but. Kerouac, il sait pas grand-chose dans cette histoire-là, je suis désolée, là. Mais c'est juste comme... il est arrivé, il est reparti, puis il a pas vraiment ajouté grand-chose à l'histoire, sauf causer des problèmes à Jeanne. Donc, c'est quand même un livre, je vous dirais que j'y ai peut-être donné 3 étoiles à la fin de tout ça, ce qui fait en sorte que sur mes 3 lectures, ça serait le premier pour le moment. Dans mes 3 lectures, on verra ce que l'avenir nous réserve. 4e lecture, Noé de Catherine Voyer-Léger. Catherine Voyer-Léger, c'est une autrice que j'ai déjà lue, avec qui j'ai déjà jasé, et j'étais très contente de pouvoir la relire. J'avais vraiment aucun doute que j'allais apprécier ce qu'elle écrit ou ce qu'elle a écrit. Donc, Noé, en fait, c'est quelque chose de très personnel. Je sais que l'autrice elle-même a fait des démarches pour adopter. Donc, dans cette histoire-là, la protagoniste se tourne vers la DPJ pour être une famille d'accueil pour un enfant de la DPJ et éventuellement adopter cet enfant-là. Donc, on a ce processus, on a aussi sa relation avec ses parents, son enfance, ses propres traumas, ses propres difficultés. Aujourd'hui, on est capable de mettre des mots sur certaines choses. À l'époque, il y avait 2 diagnostics, anorexie ou boulimie, et c'était très spécifique les descriptions de chaque. Et donc aujourd'hui, on est un petit peu plus sensible, on voit ça comme un spectre. Donc il y a toutes ces choses-là par rapport à elle-même, par rapport à son désir d'être mère, par rapport à comment être mère d'un enfant qu'on n'a pas porté, d'un enfant qui a une mère biologique, et sa relation avec sa propre mère. Donc c'est tout ce qu'on va découvrir dans cet ouvrage-là. Je sais pas si je suis à l'aise avec le terme roman, parce que pour vrai, j'ai pas l'impression qu'il y ait grande fiction dans ce livre-là. J'aurais peut-être plus dit récit. Je pense que ça donne mieux. On sent que c'est l'expérience personnelle de l'autrice et qu'il n'y a pas de désir de fiction nécessairement au travers de ce livre-là. Ça se lit super bien, il y a des petits courts chapitres. Je vous avouerai que j'ai préféré la première partie dans toutes ses réflexions par rapport à la DPJ, par rapport à comment elle se sent en lien avec la maman biologique de cette fille-là, du jugement qui peut être fait par rapport aux familles qui se font retirer des enfants. Je trouve que c'était vraiment des réflexions sensibles, c'était des réflexions nécessaires, parce qu'il y a beaucoup de jugements forcément par rapport à ces familles-là, et je trouvais qu'elle faisait ça vraiment très très bien, puis elle-même, elle a dû réfléchir, elle a dû se positionner par rapport à l'enfant qu'elle a accueilli dans sa maison, qui est sa fille, mais qui est la fille aussi techniquement d'une autre femme à un autre niveau. J'ai trouvé que c'était vraiment le plus original de ce livre-là, parce qu'il y a quand même cette notion-là dans les rendez-vous du premier roman. Là, il y a des critères que je regarde très peu, mais je sais qu'il y a les critères de l'originalité, puis dans ces propos-là, j'ai l'impression que c'était quelque chose de plus original que le reste. Parce que forcément, sa relation avec son enfance, avec sa maman, c'est quand même des sujets qu'on peut voir plus souvent. L'absence, le manque, comment elle a comblé ça avec les années, comment elle agissait par rapport à son père, puis aujourd'hui ses traumas, ses comportements toxiques qu'elle a développés, mais aussi son analyse d'elle-même. Donc c'est quand même un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, forcément avec ce que j'avais déjà lu des rendez-vous du premier roman. Je vous dirais que c'était pas difficile à classer. Donc comment j'avais fait ça la dernière fois? J'avais mis Jardin Radio en dernier, avec ceux dont on ne redoute rien, 3 jours avec Jack, puis Noé au top, définitivement. Par la suite, je me suis attaquée à Plessis. Je savais pas comment dire au départ Plessis ou Plessis, mais on parle de Duplessis.
Plessis étant une famille connexe aux Duplessis, donc j'imagine que ça se dit de manière similaire. Donc, Plessis de Joël Bégin. On est en 1959 à Schefferville. En fait, on va suivre au départ, au tout début, l'histoire de Maurice Duplessis. Puis, il y avait des enjeux de santé, il faisait pas super attention à lui. Il va y arriver quelque chose et les gens vont commencer à extrapoler s'il est encore vivant ou non. Et pour faire cette enquête-là, on va remettre les clés de l'enquête à un gars qui s'appelle Paul-Émile Gingras, surnommé Gingras, qui est dans la police par contact, qui a pas d'affaires là, qui a pas de compétences. Donc, tu sais, c'est un peu comme une blague, dans le sens qu'on s'attend à ce qu'il fasse ce qu'on lui dise, et les hauts placés vont lui dire quoi faire, puis rendu s'il découvre qu'est-ce qui s'est passé, ben, il va falloir qu'il dise les mots exacts qu'on lui dit. C'est pas vraiment comme un enquêteur sérieux, professionnel. Il s'en va pas là de son propre gré. Il sait qu'il a pas les compétences pour faire ça. Donc, c'est lui qu'on va suivre tout au long du livre pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé avec Duplessis. J'avais entendu des critiques, ma foi, mitigées de ce roman-là, et je vous avouerai que de tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, c'est celui que j'ai le moins aimé. C'est sûr qu'il y a un contexte, un aspect historique. Habituellement, l'historique, lorsque c'est pas porté par des personnages, ça me plaît moins. C'est aussi très politique et très élitiste. Il y a un vocabulaire ancien, un vocabulaire particulier qui est utilisé. Je pense qu'on veut faire de l'humour, mais dans mon cas, ça tombe à plat vraiment beaucoup. Et il y a Gingras qu'on suit, forcément une bonne partie du roman, sauf que c'est pas un enquêteur crédible. Donc on sait qu'on n'aura pas de pistes, on n'aura pas d'entrevues serrées avec des possibles coupables. Il y a rien sur lequel on peut se tenir qui est vraiment solide et on peut pas avoir des suspects en tête, on peut pas avoir des pistes, on peut pas avoir des idées parce qu'il y a rien qui fait qui est vraiment solide et qui est vraiment dans un but d'enquête. Tu sais, vous savez, c'est pas une enquête policière, là, c'est pas ça. Ça se veut un peu ça, mais on n'a pas le sentiment de comprendre puis d'avoir des pistes puis cette espèce de finale qui nous satisfait parce que on a vécu tout ça. Il est pas compétent puis il fera pas ça. Puis au travers de ces chapitres à lui, il y a plein d'autres chapitres avec des personnages. Il y en a vraiment beaucoup. Et je comprends qu'éventuellement, il y a des liens qui sont faits entre tous ces personnages, mais c'est trop loin. On peut avoir un chapitre de 2 pages au départ avec un personnage qui va être relié plus loin, mais on a tellement vécu d'autres choses avec d'autres personnages d'ici là que c'est un faible souvenir que j'ai, puis je me souviens du nom, mais je me souviens plus vraiment de c'était qui cette personne-là. Donc, c'était vraiment laborieux pour moi tout au long du roman. Il y a des bonnes critiques sur Goodreads, il y a des gens qui ont apprécié, mais je vous dirais que de façon générale, si vous n'avez pas des intérêts spécifiques pour cette partie de l'histoire, pour cet aspect politique, ça risque de pas fonctionner pour vous. J'ai pensé à l'arrêter, puis je me suis dit non, je ne DNF pas les premiers romans cette année, je les lis. Puis malheureusement, j'aurais dû le faire parce que ça a rien changé entre la moitié puis la fin. J'ai même fini les 50 dernières pages en diagonale. Une fois qu'on avait découvert ce qui s'était passé avec l'enquête, on faisait juste pelleter des choses qui m'ennuyaient profondément. J'ai pas eu beaucoup de plaisir avec l'écriture. C'est pas les personnages qui sont mis de l'avant-plan. L'histoire, c'est pas ça non plus qui tient le roman. C'est plutôt, je pense, l'aspect historique et politique de l'époque. Donc, si ça vous tient pas en haleine, c'est pas les autres choses qui vont pouvoir le faire. Donc, malheureusement, Plessis, comparé à toutes mes autres lectures, c'est lui qui est le dernier et ça m'étonnerait que ça change. Donc, Plessis, Jardin Radio, ceux dont on ne retoute rien. 3 jours avec Jack et Noé au top. 5e lecture, Le tour de la question d'Adèle B. Khalifa, publié au Poète de Brousse, qui est une maison d'édition que je connaissais vraiment pas, mais l'année passée, celle qui a gagné, Furie de Myriam Vincent, était à ces éditions-là, donc je commence à être très intéressée, ma foi. Cet ouvrage-là aussi, je vous dirais que le terme roman, c'est très poussé, j'ai pas mal plus l'impression que c'est un récit
très autobiographique de l'auteur. Donc, on suit un protagoniste qui est né à Montréal, mais qui a des origines algériennes. Donc, ses parents ont immigré de l'Algérie pour venir ici pour des raisons de sécurité économique, politique, etc. Donc, notre protagoniste a un nom algérien, a une culture algérienne. Ses parents prennent le temps de passer cette culture-là à leurs enfants, mais il se sent un petit peu comme imposteur parce qu'il se sent très montréalais, québécois. Ils vont 3 fois en 16 ans retourner en Algérie, puis lui, il se sent pas algérien, il a juste l'impression d'être un peu comme en vacances, d'aller faire un petit tour, tu sais, de 2-3 mois là-bas, mais il voit bien qu'il n'a pas les coutumes, qu'il vit pas comme les Algériens, qui a peut-être ça dans le sang, mais c'est pas nécessairement son identité. Donc, il y a comme une certaine dualité au travers de tout ça. Et bien sûr, il y a tout l'aspect de la famille. C'est quoi la différence entre les familles algériennes, les familles québécoises, les coutumes, les us, la religion, la liberté, l'égalité homme-femme. Donc, il y a des réflexions par rapport à une multitude de sujets de son point de vue en tant qu'enfant d'immigrant et des deux réalités auxquelles il est confronté. Donc, il y a comme des parallèles, des différences et des similarités entre ces deux pays d'adoption. Celui où il est né et celui d'où ses parents viennent. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'écriture d'Adèle. Ça se lit super bien, c'était vraiment agréable, super fluide. Je lisais, je tournais les pages, je trouvais ça intéressant, ses réflexions. C'était nuancé, c'était intelligent. C'est sûr que je peux pas dire si c'est valide ou non, j'ai vraiment pas la même réalité que lui, mais j'avais l'impression que ça parlait pour une grande majorité de gens qui sont nés de parents immigrants, donc qui sont nés ici, mais qui ont une culture d'ailleurs. Donc, j'avais l'impression que ça pourrait résonner avec ces personnes-là. Et il y avait aussi ses particularités à lui, de ce qu'il aime de l'Algérie, de ce qu'il aime d'ici, de ce qui le rejoint le plus et de ce qu'il aimerait que ses parents fassent, qu'il aurait aimé que ses parents soient. Ou... Il y a beaucoup de choses dans ce roman-là. En dernière partie, il y a une espèce d'épilogue qui se passe dans le futur, en 2030. Et l'écriture est différente, elle est beaucoup plus saccadée, beaucoup plus descriptive, c'est beaucoup plus court. Et j'ai un petit peu moins adhéré à cette partie-là, particulièrement à cause de l'écriture. Je trouvais que ça se lisait un petit peu moins bien, malgré que les propos étaient intéressants et que ça faisait la clôture un petit peu là, de toute son histoire à lui. J'ai juste trouvé que c'était plus laborieux à lire. Et là, j'ai un grand dilemme. Ma foi, je ne sais pas comment comparer Noué et le tour de la question. J'ai l'impression que s'il n'y avait pas eu cet épilogue-là, qui m'avait causé un petit peu des tracas, le tour de la question serait définitivement mon number one au-dessus de Noué. Noué, s'il n'y avait pas cet aspect moins original de la suite, je me poserais pas de questions. Noué serait par-dessus le tour de la question. Mais là, je suis un petit peu embêtée parce que les deux ne sont pas parfaits à mon sens et je sais pas trop comment les comparer. Les deux, pour moi, ne sont pas non plus des romans. Donc, je vais les mettre en égalité, puis peut-être que lors de mes discussions avec le club des rendez-vous du premier roman, ça va peut-être mijoter, parce que là, cette année, c'est quand même assez incroyable. J'en ai lu 5, 6? Oh my! J'en ai lu 6, puis il n'y a pas encore eu de rencontre du club, alors qu'habituellement, j'en ai lu 1 ou 2, puis les autres, je les lis là, jusqu'à la fin, tu sais. Habituellement, je termine fin octobre. Je sais pas, j'ai pris beaucoup d'avance, puis vu que je travaille pas, j'ai du temps à lire. Donc, je vais laisser mijoter comme ça. Pour l'instant, ils sont ex aequo. Et espérons que les discussions du club m'aideront à les différencier et à établir vraiment lequel je préfère. Mais je vous avouerai que plus j'y pense, plus j'ai quand même une petite préférence pour le tour de la question, simplement parce que dans son ensemble, j'ai l'impression
qu'il est plus original, que c'est pas nécessairement un propos qu'on a entendu beaucoup. D'ailleurs, un homme racisé homosexuel avec des origines algériennes qui est né au Québec, il y a quand même un background super intéressant. Ça serait peut-être la petite touche qui fait en sorte que, comparativement avec des forces et des faiblesses similaires, je mettrais le tour de la question en premier. 7e lecture pour les rendez-vous du premier roman. Déjà, il va m'en rester juste un après. J'ai lu Dans la nuit arctique de Yann Fournier. Alors, ça se passe comme en 3 temps. Le premier temps, c'est l'auteur qui nous présente les personnes, les personnages qui ont fait partie de l'expédition Ellesmer, avec les lieux aussi. Dans un deuxième temps, c'est le journal qui a été retrouvé d'Erwin Inglefield, qui faisait partie de cette expédition-là. Puis en troisième temps, ce sont les réflexions de l'auteur sur la véracité de ce dit journal. Donc, on s'en va en Arctique au début du 20e siècle. Ouais, c'est ça, c'est 1908-1909, avec une petite gang qui sont partis pour aller explorer l'Arctique. Et c'est pas mal ça qui va se passer dans cet ouvrage-là. C'est pas des conditions faciles là-bas et on n'était pas au niveau technologique qu'on est aujourd'hui. Donc, c'était une expédition plutôt risquée. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet ouvrage-là? J'ai commencé à lire, puis là, je comprenais pas. J'avais l'impression d'être dans un documentaire. Là, on me relatait des personnes, on me relatait des faits, on me relatait de l'histoire, on me parlait de géographie, puis j'étais comme, je sais pas ce que je suis en train de lire, là. J'étais vraiment au désespoir parce que le format très didactique, à la limite, me plaisait pas du tout. Par la suite, assez rapidement quand même, on est rentré dans le journal d'Inglefield et il est en format épistolaire. Chaque chapitre est un mois. Donc, on a, par exemple, septembre, puis on a le 1er septembre, puis on a ses commentaires, 2 septembre, 3 septembre. Parfois, il y a des dates qui sont sautées parce que le journal était illisible, parce que il y a rien d'écrit, ou etc. Mais c'est vraiment une transcription fidèle du journal d'Erwin Inglefield que Yann Fournier a trouvé en article. Donc, il n'y a pas de désir de changer qu'est-ce qui est écrit, de romancer, d'en faire une histoire dans un autre format. C'est vraiment le journal qu'on lit dans tous les mois qui a été en article. Le format épistolaire, c'est un format que j'aime bien. Je trouve que c'est quelque chose qui est rapide, puis l'action va vite. Donc, une fois qu'on était dans ce format-là, j'ai embarqué, puis j'ai trouvé ça intéressant de suivre l'expédition et particulièrement notre protagoniste / personnage personne. En troisième partie, qui est une petite partie aussi, là, je pense à peu près 50 pages, l'auteur essaie de voir si ce journal-là est véridique ou non. Et malgré que c'est une partie quand même assez intéressante, parce qu'il fait des découvertes lui-même, puis il a fait des recherches, puis il trouve des pistes, puis il se pose des questions, et c'est quand même assez efficace dans l'écriture, ça va assez vite, là, il s'étend pas de long en large. Malgré que c'est intéressant, moi personnellement, j'avais pas besoin de plus. J'étais prête à acheter ce que je venais de lire, que ça soit vrai ou pas. J'avais pas de problématique et j'avais pas, pendant ma lecture, ces lunettes de « est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se peut? Je me demande. » J'étais pas là. C'est pas ma façon d'être de façon générale lorsque je lis des non-fictions ou lorsque je lis des romans historiques. Je suis un peu crédule peut-être, je crois ce qu'on m'apporte. Mais mon grand questionnement par rapport à ce livre-là, c'est la mention roman. Parce que vous vous souviendrez que je lis ces livres-là pour les rendez-vous du premier roman. Et je sais pas si je suis dans l'erreur, mais pour moi, le roman, il y a un aspect fiction, là. Et là, on n'est vraiment pas dans l'objectif d'une quelconque fiction. Pour moi, on était dans la non-fiction, dans le récit. J'avais vraiment de la misère à mettre ça dans le mot roman. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé. Puis je pense qu'avec les lectures que j'ai faites, je le mettrais en 3e place. Donc, en dessous de Noé, mais au-dessus de 3 jours avec Jack. J'ai tout lu, je vous parle maintenant du 8e roman et dernier,
roman, qui est Morel de Maxime Raymond Bock. Donc, dans ce livre-là, on est au début du 20e siècle. En fait, c'est jamais nommé, il n'y a aucune date, mais de ce qu'on peut comprendre entre les lignes, on est au début du 20e siècle avec le personnage de Jean-Claude Morel. Donc, il va faire partie de la construction de la ville de Montréal. On va le suivre dans son enfance et tout au long de sa vie. Donc, c'est pas mal ça, la ligne directrice du roman Morel. Qu'est-ce que j'ai pensé de Morel? Bon. Ma plus grande difficulté avec le roman de Morel, c'est l'écriture. Et l'écriture avec beaucoup d'enjeux au niveau de l'écriture. La première chose, comme je l'ai montré sur Instagram, c'est vraiment très compact, très peu aéré. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est lourd. Il n'y a pas beaucoup de chapitres où il n'y en a pas vraiment, ils sont tout le temps collés. Visuellement, c'est lourd et ça respire pas beaucoup, donc c'est pas super attrayant de tourner les pages. L'autre enjeu par rapport à l'écriture, c'est la manière que les mots, les phrases sont faites. C'est très assommant comme style d'écriture, surtout au départ. C'est des longues phrases avec beaucoup de virgules. On a préféré la virgule au point. Là où je pense que le point amène quelque chose de plus rapide parce que ça termine des phrases, mais là on est tout le temps en suspens avec des virgules. Il y a aussi tout l'aspect du champ lexical au départ parce qu'on est vraiment dans la construction, dans le matériel, dans les matériaux. Donc c'est très descriptif sur le béton de la ville, sur comment c'est fait, sur quoi ils doivent faire, sur la description des lieux. C'est pas particulièrement ce que je préfère, moi. Donc, le début, c'est assez laborieux avec ces éléments-là. Outre l'aspect écriture, mais c'est sûr que c'est un petit peu connexe, je trouve qu'il manque de références temporelles. On aurait vraiment bénéficié d'avoir des dates à quelque part, à quelques moments, particulièrement au départ pour nous situer, et aussi parce qu'il y a des allers-retours dans le temps, c'est pas une histoire linéaire, et ça m'a pris vraiment longtemps à le comprendre. Je savais pas trop où ça s'en allait, je lisais, j'avais déjà des difficultés à embarquer, à trouver ça plaisant à cause de l'écriture. Puis en plus, j'étais un peu confuse au niveau temporel. Donc lorsque j'ai compris qu'il y avait des allers-retours, là, j'ai mieux saisi, mais ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à y arriver puis à pouvoir comprendre ça et à apprécier ça. Et une des raisons, c'est l'aspect, le traitement des personnages. Je peux pas dire que c'est un ouvrage qui met l'accent sur les personnages. Donc, on se situe comment rendu là. Jean-Claude, on l'appelle Morel, mais je n'étais pas sûre si c'était vraiment lui qui se faisait appeler Morel ou si c'était un autre. Il y a son frère qui s'appelle, non, son père qui s'appelle André. Vous voyez, je suis même très confuse par rapport au personnage. Je pourrais pas vous donner des explications et des informations certaines. Il y avait vraiment beaucoup de confusion pour moi. C'était pas un format facile à lire, c'était pas un format qui favorisait le personnage. C'était un format qui allait pour l'histoire, je crois. Mais, en tout cas, quant à moi, lorsqu'on veut avoir un format qui favorise l'histoire, il faut pouvoir la suivre, il faut pouvoir comprendre facilement. Il faut que ça soit ça qui tienne le lecteur en haleine et c'était pas mon cas. Au fur et à mesure, on a comme lâché un peu l'aspect construction, l'aspect béton, descriptif du départ. Donc, j'ai trouvé ça plus facile à suivre. Il y a eu des échanges, entre autres, éventuellement avec Jean-Claude et sa petite fille. Puis ça, c'était plus un moment que j'ai apprécié. Mais malgré tout, c'est pas un ouvrage que j'ai aimé lire. Je trouve qu'il y a des lacunes. J'imagine qu'il y a un public pour ce genre d'ouvrage, un public qui aime les romans historiques, mais aussi avec une certaine histoire de la ville de Montréal, mais quelque chose de plus aussi. Et définitivement, lorsqu'on a des romans historiques, habituellement, on est bien campé dans une époque. Et là, on n'a aucune date qui nous est inscrite nulle part. Donc ça pourrait déranger certaines personnes. Donc j'ai de la misère à cibler dans ma tête à qui ça pourrait plaire ce roman-là. Donc vous comprenez que j'ai pas particulièrement apprécié ma lecture.
C'en est une autre d'ailleurs. Je peux pas vous dire que c'était une année malgré tout très fertile en livres que j'ai appréciés. C'était d'ailleurs une des plus faibles années que j'ai lues ces derniers temps. Les 2 dernières années au niveau québécois, c'était bien mieux que ça. Morel ne fait pas partie de mon top 3 et mon top 3 est le seul, selon moi, qui passe, dans le sens que ce sont les seuls 3 ouvrages que je recommanderais à des personnes. Mais quoique le livre Ceux dont on ne redoute rien, c'est un ouvrage que je recommanderais à un public très spécifique parce que je voyais que c'était pas pour moi. Puis Jardin Radio aussi, mais c'est ça, c'est pas des ouvrages que je recommanderais vite et à tout le monde. Si on regarde finalement mon classement, ça a pas vraiment changé. Morel n'a pas détrôné personne. En fait, qu'est-ce que j'ai marqué? C'est Plessis en 8e place, forcément. J'ai mis Morel en 7e place. Je trouve que, comparé aux autres, Morel, j'ai vu beaucoup de faiblesses, un peu comme Plessis aussi, malgré que je peux concevoir que des éléments qui ne me rejoignent pas en tant que lectrice. Je trouve qu'il y a des choses qui auraient pu être améliorées pour une meilleure lecture pour tout le monde, incluant pour ceux qui vont aimer ce type d'ouvrage. En 6e place, j'ai mis Jardin Radio. Jardin Radio, c'est sûr qu'il me plaît pas nécessairement sur la forme. Je pense qu'il peut plaire à d'autres lecteurs pour la même raison, déconstruite et un peu froide. Je m'attends à ce que d'autres personnes de mon club de lecture qui m'en parlent et qui l'aiment plus que moi, je serais pas si surprise. En 5e place, j'ai mis Ceux dont on ne redoute rien pour la même raison. Je pense que ce qui différencie les deux, Jardin Radio, c'était vraiment un tout petit livre que j'ai eu de la misère à terminer, tandis que Ceux dont on ne redoute rien, malgré l'énormité de ce livre-là, malgré que c'était quand même une grosse bricasse, il y a eu des moments que j'ai trouvé plus difficiles lorsque c'était très politique, lorsqu'on était très factuel, mais malgré tout, j'ai quand même traverser ce livre-là sans trop de dommages. Donc, je pense que pour ça, il passe un petit peu en haut. En 4e place, j'ai mis 3 jours avec Jack. C'est pas un ouvrage que j'ai particulièrement aimé. Lui aussi, je trouve qu'il y a des faiblesses, puis je connais des livres qui sont peut-être meilleurs, qui abordent les mêmes thématiques. Surtout, comme je vous disais, le passage de Jack Kerouac. Ben, je sais que c'est ça l'entièreté du livre, mais je trouve que ça n'a pas apporté grand-chose. On me l'a pas super vendu pendant ma lecture. Et puis, finalement, mon top 3 est encore le même. En 3e place, Dans la nuit arctique. Quand même une belle surprise parce que je suis commencé sur les chapeaux de roue avec ce livre-là. Je comprenais pas où ça s'en allait, le passage de géographie, la présentation des personnages, mais l'aspect épistolaire après ça, j'ai jamais lâché, j'ai trouvé ça bon jusqu'à la fin. C'est quand même une aventure, une épopée assez incroyable. En 2e place, j'ai laissé Nouer de Catherine Voyer-Léger. Pour les raisons que je vous ai mentionnées, parce que mon choix était pas si évident entre la 2e et la 1re place. Et la 1re place, Le tour de la question d'Adèle B. Khalifa. Et là, au moment où je filme ce petit segment pour Morel, je sais que mon club de lecture, c'est lundi. Donc, on va pouvoir discuter de ces livres-là et je vais voir si il y a des divergences d'opinion entre moi et les autres lectrices, ce qui risque fortement d'arriver parce que on est vraiment un club éclectique, on cible pas les mêmes choses, on n'a vraiment pas les mêmes intérêts. Donc, ça amène des bonnes discussions. Alors, si vous me suivez sur Instagram, je pourrais peut-être vous faire un petit follow-up au fur et à mesure des semaines parce que, ben, forcément, elles n'auront pas lu tous les 8 livres. Même moi, habituellement, c'est pas chose faite. C'est concours de circonstances cette année. Donc, sur ce, si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi à 9h. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.